nouvelle interview LexisNexis consacrée aux droits de la concurrence et aux nouveaux risques pesant sur les concentrations sous les seuils. En effet, le 6 novembre dernier, la décision tombe. La société Doctolib est condamnée pour une amende de 4,6 milliards d'euros pour abus de position dominante à la suite de l'acquisition d'un concurrent dont le chiffre d'affaires était pourtant situé sous les seuils nationaux de notification. La nouveauté de cette décision réside dans la qualification des faits, dans le montant des seuils requis, mais aussi sur les modes opératoires de l'autorité de la concurrence. Comment les entreprises en conséquence doivent s'organiser à la lumière de cette décision? Quelles sont les nouvelles leçons et comment anticiper une enquête et se préparer concrètement à la visite de l'autorité. Et à ce titre, je suis ravie d'accueillir maître Nathalie Jalabert-Doury. Vous êtes avocat au barreau de Paris et Bruxelles. Vous êtes associé responsable de la pratique antitrust et concurrence du cabinet Meyer-Braun France et vous co-dirigez la pratique antitrust européenne du cabinet. Merci de répondre à mes questions. Tout d'abord, en effet, je le disais en introduction, 6 novembre 2025, la décision tombe. L'autorité vient de sanctionner pour la première fois une opération de concentration et elle précise dans les premières publications que l'acquisition de ce concurrent a été réalisée, je cite, dans un but d'éviction et de verrouillage du marché. À l'heure où nous enregistrons, la décision n'est pas encore publiée, mais en fait, qu'est-ce qui est nouveau, peut-être voire atypique dans cette décision? Alors en fait, en France, comme dans la plupart des régimes, on a instauré des régimes de contrôle des concentrations en amont. On dit ex ante, hein. C'est adapté aux nécessités des opérations de concentration, les acquisitions, les restructurations, les entreprises communes. Il est absolument indispensable pour ces opérations de ne pas arriver après coup pour mettre en cause des opérations et déjà des entreprises fusionnées. Donc on a créé ces régimes, ça remonte à un certain temps, hein, on était dans les années 80-90. C'était un signe de modernité pour ces opérations. On saisit les autorités en amont et dès qu'on a leur feu vert, on peut mettre en œuvre l'opération. C'est totalement adapté aux besoins en cause. Jusqu'à présent, ce système fonctionnait très bien sur la base de seuils qu'on a améliorés au fil du temps, hein, et en France, vous l'avez rappelé, les seuils sont basés sur le chiffre d'affaires des entreprises. Si ce n'est que dans la période récente, on a vu ce qu'on a appelé, le phénomène des killer acquisitions émerger, c'est-à-dire des acquisitions qui se situent à un moment donné de la vie de la cible, où les seuils de chiffre d'affaires ne sont pas encore atteints. Alors on le voit tout précisément, et c'était le cas ici, dans les domaines de la tech, on l'a aussi dans le domaine de la pharma, où lorsque l'entreprise cible vient de développer un brevet mais n'a pas encore commencé son exploitation commerciale ou démarre tout juste, eh bien dans ces situations-là, il se peut que l'acquisition se fasse à un moment donné où les seuils ne sont pas atteints. En France, ce seuil, hein, pour une cible est de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui s'est passé dans cette affaire, du point de vue de l'autorité. On a là une acquisition qui leur semble contestable, le contrôle n'a pas pu s'exercer comme il aurait fallu que ce soit le cas. Alors quand tel est le cas, que peut-on faire? Bien, il y a des outils classiques, hein, du droit de la concurrence, les ententes, les abus de position dominante, qu'on a toujours pu utiliser en matière de concentration. On n'en était pas absolument certain. Depuis 2023, l'arrêt Towercast de la Cour de justice, on sait que c'est possible de traiter les effets d'une concentration avec ces outils traditionnels du droit de la concurrence. Mais ils ne sont pas adaptés. Ce sont des infractions, hein. On intervient après coup et non plus ex ante, comme je l'expliquais à l'instant. Alors l'arrêt Towercast nous confirme que c'est possible, c'est une bonne chose, mais les autorités sont à la recherche d'autre chose. Elles demandent, certaines l'ont déjà obtenu, ce qu'on appelle un pouvoir de colline, hein, d'appeler certaines opérations de concentration qui posent des problèmes de concurrence, même si elles se situent sous les seuils. Alors, l'autorité française de la concurrence demande aussi un tel pouvoir. Pour l'instant, c'est encore en discussion. C'est du futur ou du conditionnel, ça n'est pas du présent. Donc tout ce qu'elle a pour agir actuellement, ce sont ces deux outils traditionnels. Et par deux fois au cours des derniers mois, elle a rendu des décisions qui, de mon point de vue, ont fondamentalement vocation à montrer qu'il faut un pouvoir de colline et que les outils traditionnels ne sont pas adaptés. Première décision, équarrissage. On est en 2024, là elle utilise l'outil des ententes. Et dans le cas qui lui est soumis, elle nous dit l'outil n'est pas adapté, je ne peux pas entrer en voie de sanction.
J'ai bien des échanges d'actifs entre les 2 entreprises qui sont des concurrentes, mais est-ce que c'est une répartition de marché? Je n'ai pas les éléments qui permettent de l'affirmer. Donc, non-lieu. Deuxième décision, et vous l'avez rappelé, c'est la décision Doctolib, où là, la conclusion est différente. Il y a bien condamnation. On nous dit que c'est un abus de position dominante. Et effectivement, je suis très intéressée, comme vous, de pouvoir lire cette décision, parce qu'à lire le communiqué de presse, on manque de prise sur ce qui permet ici de considérer que c'est un abus. Une dominance d'abord que certainement l'autorité a dûment établie. Mais où est-ce qu'est l'abus? Dans le fait d'acquérir une autre entreprise. C'est ce que la lecture de la décision nous permettra de révéler. Maintenant, là encore une fois, l'outil est inadapté. On intervient 7 ans après l'acquisition. Il est plus temps de ressusciter le concurrent. Et même l'autorité s'est arrêtée en termes d'infraction et de condamnation. L'amende est uniquement de 50 000 euros, si j'ose dire. Mhm. Parce que bah, c'est une première. Hein. À ma connaissance, ça dépasse même la France qu'une entreprise soit condamnée pour abus de position dominante pour avoir acquis un concurrent. Alors, pas d'examen ex ante, ce que vous dites. Est-ce qu'on peut parler déjà d'insécurité juridique à ce stade? Oui, on peut en parler très clairement, selon moi, parce que si le pouvoir de colline que demande l'autorité n'est pas encore inscrit dans la loi, on est dans le présent ici. Et ces 2 décisions montrent que l'autorité n'hésitera pas à intervenir face à d'autres opérations et peut-être avec des niveaux de sanctions plus élevés si les conditions le justifient. Et effectivement, ça, c'est une insécurité juridique extrêmement forte parce que ces seuils basés sur des éléments objectifs, c'est exactement ce qui faisait tout l'intérêt du régime. On est en amont, tout le monde peut très rapidement déterminer si on rentre dans le champ d'application du régime ou non. Et donc aujourd'hui, on est démunis avec une possibilité pour l'autorité de contester absolument tout type d'opération, quelle que soit sa situation par rapport au seuil. Alors, on a évoqué plusieurs pistes. Hein, baisser les seuils, ce n'est pas une solution, parce qu'il ne s'agit pas de submerger les autorités avec des opérations qui ne le justifient pas. Les régimes ex ante démontrent qu'une très faible proportion d'opérations pose vraiment question. Et on les traite avec des engagements ou avec, et c'est encore plus rare, des interdictions. Donc, augmenter les notifications, c'est submerger de travail et c'est retarder les opérations sans raison. Mhm. Donc ça, c'est pas une solution. On a aussi pensé à d'autres seuils, des seuils de matérialité concurrentielle. Mais là encore, on rentrerait dans le subjectif. Pour la sécurité juridique, ça n'est pas bon. Donc, on réfléchit actuellement au meilleur mode de pouvoir de colline, de colline power de l'autorité de la concurrence. Donc, il s'agirait d'ouvrir une fenêtre dans le temps limité pour pouvoir demander des éléments d'information et en cas de problème, pouvoir intervenir sur l'opération elle-même. Mais en attendant, c'est toute opération qui peut être contestée et l'insécurité juridique est pour moi totale. Mhm. Alors, ça, c'était sur les seuils. Maintenant, sur le mode opératoire. On comprend dans les faits, donc peut-être à la lumière, en effet, des premières publications, que l'autorité de la concurrence a saisi des pièces en interne pour prouver, je cite, l'intention d'éviction du marché. Question, selon vous, que révèle cette pratique? Alors, on l'a rappelé toutes les deux, hein, la décision n'est pas publiée. Et, c'est un dossier que je ne connais pas professionnellement pour être intervenu dans le dossier. Donc, attention aux commentaires qu'on peut faire. Ils fleurissent déjà sur les réseaux sociaux. Chacun a choisi son camp. Donc, je serai très prudente sur le sujet. Mais quand je lis le communiqué de presse de l'autorité de la concurrence, je lis que les pièces internes qui ont été relevées par l'autorité, puisqu'il y a eu des inspections, des visites et saisies au sein de l'entreprise. L'entreprise qui a été acquise était visée comme le concurrent numéro 1. Et par ailleurs, certains échanges internes parleraient d'opérations permettant de supprimer la concurrence de cet intervenant. Alors, on n'a guère plus de prise à ce stade sur quelles étaient les preuves, et donc je me garderai bien de me prononcer là-dessus. Mais la lecture du communiqué de presse me laisse dans l'incertitude, et je suis assez dubitative, parce que quand un concurrent rachète un autre, c'est l'effet même, c'est l'objet même de l'opération que de supprimer un concurrent. Il y en a 2 concurrents au démarrage, et à l'arrivée, on n'en a plus qu'un seul.
Et alors, il peut y avoir des tas de vertus pour faire passer deux concurrents à un seul, grossir, ça peut en être un. C'était probablement pas de l'avis de l'autorité ici le sujet, hein, puisque Doctolib était déjà un acteur, selon elle, important. Mais il y a des tas d'autres vertus qui peuvent animer l'acquisition d'un concurrent. Et pour moi, il faut qu'il y ait plus que l'intention de réduire le nombre d'acteurs sur le Mhm. marché pour pouvoir considérer qu'on est face à un abus de position dominante. L'abus de position dominante, c'est véritablement, le terme abus peut inclure de nombreuses formes de comportement, mais il faut tout de même qu'on utilise des méthodes concurrentielles qui ne relèvent pas, selon la formule consacrée, d'une concurrence par les mérites. Or, Mhm. à chaque fois qu'on veut grossir, ça c'est universel, hein, banal, si j'ose dire. Donc, on attend avec impatience cette décision et dans l'intervalle, bon, cette décision comme d'autres hein, repose toute la question des communications internes. On a tendance à faire attention quand on s'exprime en externe. Il faut exactement la même vigilance en interne parce que tout échange interne pourra être utilisé pour précisément illustrer pour l'autorité quel a été véritablement l'objectif de l'opération qui De lui visa. pose problème. Mhm. Alors justement, en tant que praticien, en tant Mhm. qu'avocat, quels conseils préconisez-vous justement ces communications en interne, en externe, peut-être aussi au moment de l'arrivée de l'autorité, en matière d'obstruction et autres? Alors, je crois que sur ces communications internes, ce sont les programmes de conformité de l'entreprise, hein. Pendant longtemps, ces programmes de conformité se sont concentrés sur le fait de ne pas se fourvoyer dans des pratiques illicites. On n'a peut-être pas assez insisté aussi sur la manière de gérer les communications internes. Et les communications internes, aujourd'hui, elles passent par de multiples modes. On a les emails, bien sûr, mais on a des chats internes aux entreprises, on a WhatsApp qui est utilisé, et tout un tas de communications dans lesquelles on baisse parfois la garde Mhm. sur les précautions de langage. Et donc, il faut que les entreprises et les opérationnels aient comment dire, la conviction claire que tout ce qu'ils écrivent, quel que soit le contexte, pourra Mhm. être retenu contre eux. Voilà, donc ça, c'est très simple. Il faut être d'une vigilance absolue sur tous les écrits. Et parce que ceux-ci seront, vous le rappeliez, en cas d'enquête, ils seront Saisi. absolument contrôlés, Mhm. saisis, absolument. Même type de précaution sur les échanges entre avocats et direction juridique et entreprise? Ah oui, assurément. Là aussi, on a pu parfois se reposer sur l'idée que ces échanges étaient protégés. C'est loin d'être le cas. En tout cas, la Mhm. protection n'est pas du tout suffisante. Elle est malmenée en France depuis Bien un sûr. certain nombre d'années. Parce qu'il y a deux choses. Évidemment, l'autorité ne peut pas utiliser un échange entre l'entreprise et son conseil pour établir une infraction. La Cour de cassation l'a encore rappelé en matière fiscale il y a quelques jours, hein, un arrêt du 8 octobre. Ça, je crois que c'est clair. Ce qui me semble extrêmement malmené à cause des pratiques des services d'instruction de l'autorité ces derniers mois, c'est le fait qu'ils puissent prendre connaissance. Mhm. Et ce simple fait bafoue le secret des correspondances avocat-client. Mhm. Or, ce qui est aujourd'hui autorisé par la Cour de cassation, hein, une autre chambre, la chambre criminelle, c'est que l'autorité peut saisir l'intégralité d'une messagerie électronique, y compris celle d'un directeur juridique, dans laquelle on va trouver évidemment nombre d'échanges avec ses conseils. Et c'est à l'entreprise de demander, donc là encore vous parliez des conseils, il faut demander des scellés fermés provisoires. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas le reprocher. Donc il faut demander ces scellés fermés provisoires. On se retrouve ensuite avec l'autorité pour rouvrir les scellés. Il faut les convaincre qu'il y a des échanges d'avocats et pas juste des échanges avec les avocats. Il faut les convaincre que la saisie de ces éléments met en cause les droits de la défense. Mhm. C'est-à-dire, il C'est faut ça. démontrer que l'échange portait sur la pratique sur laquelle ils sont en train de venir investiguer. Mhm. Donc évidemment qu'il leur faut prendre connaissance, et pas que en surface, de prendre connaissance dans le détail de la communication concernée.
Et donc là, on a une violation manifeste du secret professionnel. Et aujourd'hui, ça n'est pas, ça n'est pas assuré. Donc, même chose que sur les communications internes, rien n'est totalement protégé, vigilance extrême. Et on sait que sur ces opérations, on consulte des avocats, on leur demande si les seuils sont atteints et est-ce que l'opération pourra être contestée. Le conseil qui est donné doit rester absolument la propriété de l'entreprise et ne pas pouvoir être vu par les enquêteurs. On s'efforce de faire évoluer cette jurisprudence qui nous semble vraiment n'avoir aucun avantage, ni pour l'enforcement, ni pour évidemment les parties. Alors, juste pour terminer, en dernière question, je m'adresse toujours Mhm. aux praticiens, à la spécialiste sur le sujet. Quelle procédure vous préconisez justement de mettre en place? Évidemment, on comprend hein, l'anticipation, la préparation, c'est la clé, mais même en termes de procédure, de façon très concrète, quels sont les conseils que vous donnez aux entreprises? Alors, quand une visite et saisie surgit, il faut pouvoir, dans les quelques minutes de démarrage de cette visite et saisie, prendre toutes les mesures qui vont permettre de guider l'entreprise. En France, on a un grand nombre de régimes de visite et saisie différents. Donc, on ne peut pas prétendre former tout un chacun au sein de l'entreprise sur la bonne manière de réagir à ces visites et saisies. Ce qui est clé, c'est les quelques minutes de démarrage. Donc, on met en place des procédures d'accueil. Il faut que ce soit balisé, que dès que des inspecteurs se présentent, les bonnes personnes au sein de l'entreprise soient averties pour qu'elles puissent prévenir les conseils qui, en fonction des matières, vont pouvoir tout de suite se mobiliser au téléphone et puis en venant sur place ensuite. Et alors le danger majeur en matière d'inspection aujourd'hui, on a parlé des communications internes, hein, j'ai bien dit tous les modes de communication, y compris WhatsApp, les réseaux sociaux. Là-dessus, c'est la formation qui est clé, la formation des personnes pour qu'elles sachent que leur communication, y compris sur leur téléphone personnel, Mhm. dès lors qu'elles ont un lien avec leur vie professionnelle, pourront être saisies. Et il ne faut surtout pas supprimer la moindre de ces communications. C'est arrivé à une entreprise française qui a été condamnée pas plus tard que c'était l'été dernier. 15,9 millions d'euros. La direction juridique pensait avoir fait ce qu'il fallait. Elle a envoyé aux personnes concernées un email immédiatement leur disant préservez vos données, ne supprimez rien, ramenez votre téléphone immédiatement. L'un des cadres n'a pas pu s'empêcher de supprimer des conversations WhatsApp, 15,9 millions d'euros. Ce qui est demandé à la direction juridique, c'est pas juste d'envoyer Mhm. un email pour prévenir, c'est de former de manière effective les personnes pour que ce genre d'incident ne se produise pas. Maître Jalabert Dory, merci infiniment Je vous en d'avoir prie. partagé vos précieux conseils sur ce sujet. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos publications sur ce sujet, notamment au sein de la revue La Semaine juridique, entreprises et affaires sur notre solution Lexis+. Merci infiniment.